journée. Merci d'être là pour cette présentation qui nous sera faite par Alstom Transport, Monsieur Jonathan Woods, qui est responsable de l'animation commerciale de notre secteur Alstom Transport. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les nouveaux besoins de mobilité en zone urbaine et donc les solutions que l'industrie ferroviaire peut apporter. Je laisse la parole à Jonathan. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous. Vous parlez de domaine, un marché qui est porteur et dans lequel Alstom Transport est actif. Je vais donc faire cette présentation et puis je laisserai à peu près 20 minutes après pour des questions éventuelles si vous voulez bien. Si vous ne m'entendez pas, faites signe, je prendrai le micro. Mais je préférerais parler sans micro. Voilà. Donc, quelques mots d'abord sur le groupe Alstom. Alors, comme vous savez, votre société est composée de 4 secteurs ou divisions. Thermal Power, qui sont les turbines et les systèmes centrales pour produire de l'électricité à partir de charbon ou de gaz ou l'hydronucléaire. Les renewables, qui sont les éoliennes et donc les centrales pour produire de l'électricité à partir d'énergie non fossile. Transport, qui est l'activité que je représente, qui a un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros sur l'exercice qui s'est terminé fin mars, sur un chiffre d'affaires total pour le groupe de 2,3. Et puis enfin, Grid, qui est tout ce qui est la transmission d'électricité entre les centrales et les sous-stations. Vous connaissez ça bien. Alstom Transport, vous le savez sans doute, est un fabricant de trains. On est bien connu pour cela. Mais au-delà des trains simplement, nous fabriquons des systèmes de signalisation. Nous les concevons, nous les intégrons. Nous offrons des prestations de création de voies ferroviaires, la pose de la voie, l'électrification des lignes. Et puis, de manière importante aussi, nous accompagnons nos clients, les opérateurs de transport, que ce soit dans l'urbain ou dans les grandes lignes, à faire la maintenance de leur train, de leur flotte, de leurs équipements, quand ils souhaitent le sous-traiter. Donc, ces activités ensemble forment Alstom Transport. Nous essayons le plus possible d'offrir des solutions clés en main pour les clients qui souhaitent acheter une solution complète, et nous voyons ça de plus en plus dans les pays émergents. Alors, en France, Alstom Transport en France, c'est 9 sites industriels, à peu près 6 000 employés, 8 700 employés, 27 000 emplois induits. Donc en France, notre activité commerciale et notre activité industrielle entraînent beaucoup d'autres emplois en France. Le chiffre d'affaires en France est de 1,6 milliard d'euros et 80% de nos achats sont faits en France. Alors, Alstom dans cette région de Rhône-Alpes, donc le groupe, ça représente 6 sites industriels. Vous aurez dans votre sachet un petit fascicule sur l'activité d'Alstom dans la région et vous aurez tous les chiffres et toutes les informations là-dedans. Mais c'est une région importante pour nous. Nous avons plus de 200 tramways qui circulent à Grenoble et à Saint-Étienne et ici à Lyon. Il y a un métro important à Lyon, 63 rames. 73 rames, pardon, des trains régionaux et des trams-trains pour l'Ouest lyonnais. Et puis nous travaillons pour obtenir une commande des chemins de fer suisses en collaboration avec la France, de transfrontalier, le CEVA,
Espérons ça dans les années qui viennent. J'aurais dû vous dire aussi que parmi nos sous-traitants dans la région, nous avons Saira à Saint-Étienne, qui est un fabricant de sièges, Nexans pour les câbles, Alcorel qui nous fournit des systèmes de comptage de passagers. Pour nos clients, c'est très important de savoir combien de gens montent dans leur train. Et donc ça, c'est une technologie qui nous intégrons, qui permet de le faire. Et puis Mafelec, Chimelin, pour les poignées, les boutons et différentes choses. Mais il y a beaucoup d'autres fournisseurs de la région que nous travaillons en France et nous amenons à l'étranger aussi. Alors, voilà. Je vous montre la vidéo maintenant. Ça, c'est une vidéo de notre client ici à Lyon, Citral, qui vous montre un petit peu une panoplie de ce qu'ils ont fait cette dernière année.
vous avez vu là, c'est la vidéo, comme je vous l'ai dit avant, du Cipral. Ça illustre bien l'enjeu en Europe en particulier d'intégrer beaucoup de différents modes de transport. Mais avant de rentrer dans ça en détail, je voudrais juste vous montrer le vrai sujet de l'enjeu du transport urbain. C'est ce graphe, c'est l'accroissement de la population mondiale depuis 1950 et les graphes en rouge de la population urbaine et en bleu de la population rurale. Comme vous voyez, plus de la moitié des habitants du monde habitent dans des villes et ça continue. Donc le marché du transport urbain est un marché important, en croissance et qui a d'énormes défis. Dans les pays en voie de développement, il y a des problèmes d'urbanisation très rapide, de pollution, de congestion urbaine incroyable, et surtout leurs besoins dans ces villes-là, c'est de mettre en place, de rattraper le retard, si vous voulez, dans des transports publics qui n'ont pas, et de maintenir le rythme des investissements avec le taux d'accroissement de la population urbaine. Ce n'est pas le même enjeu en Europe. Donc pour les pays, pour les villes dans les pays émergents, une des solutions pour construire des systèmes de transport de masse rapidement, c'est de faire sur des viaducs. Donc vous voyez dans les deux images en haut, certains de nos concurrents proposent des monorails, et la nouvelle offre d'Alstom Transport pour toutes ces villes-là, ça s'appelle Axonis, et c'est un vrai système de métro, donc un véhicule avec des roues de fer sur des rails de fer, mais sur un viaduc. C'est un véhicule qui peut s'insérer, donc qui est court, qui peut serpenter pour épouser l'espace dans la ville, et qui a l'avantage par rapport au monorail de consommer beaucoup moins d'énergie. C'est important dans ces pays-là, pour la simple raison que le coût relatif de l'électricité par rapport à la main-d'œuvre est très élevé. Et même en absolu, l'électricité peut être très élevée par rapport à l'Europe, où c'est surtout le coût de main-d'œuvre qui est importante. Et puis en bas, il y a aussi des systèmes de transport au niveau de la rue. À Bogota, il y a un système qui est assez fameux qui s'appelle le Transmilenio, et c'est des doubles voies de bus qui se dépassent. Donc c'est des grands bus articulés qui se dépassent les uns des autres. Et en face, vous avez le système que nous venons de mettre en place à Casablanca, qui est un tramway comme à Lyon, et que nous estimons qui est aussi plus durable et qui a une meilleure possibilité d'augmenter la taille des véhicules et le débit des véhicules. Par rapport aux bus, comprenez bien que s'il y a une panne et les bus essaient de se dépasser les uns les autres, ça cause toutes sortes de problèmes. Il faut beaucoup de conducteurs, il y a beaucoup de pollution avec les moteurs thermiques. Dans les pays matures, comme l'Europe, nous avons aussi des problèmes de congestion et de pollution, comme vous le savez, mais l'enjeu majeur, c'est de réinventer la ville autour de projets de transport qui correspondent au quartier, ou qui montent, qui correspondent à attirer les gens au centre-ville, et de relier les banlieues à la ville et de relier les banlieues entre eux. Et donc, l'intégration de tous les modes de transport est absolument essentielle. Et vous avez vu ça dans le film, intégrer les vélos avec les bus, avec les voitures en location, avec les trains intervilles, etc. C'est très important. Et voilà, vous avez une image des différents modes de transport que je viens de citer. Et l'intégration, la billetterie simple permet la fluidité qui est l'un de nos objectifs chez Alstom, d'apporter la fluidité à nos clients en ville. Aux États-Unis, nous voyons au Canada, nous voyons une renaissance du tramway. C'est quelque chose qu'on a vu il y a peut-être une quinzaine d'années en France.
Mais aux États-Unis, ça commence de nouveau à revenir et nous avons un contrat à Ottawa pour une version américanisée, si je puis dire, de notre tramway Citadis. Et nous espérons prendre dans d'autres villes dans les périodes à venir. En France, vous avez spécifié la mobilité urbaine. Là, vous avez une vision aérienne de la gare Pardieu. Et à l'intérieur de cette image, vous avez des bus qui circulent dans les rues, des trams, à la gare des TGV qui relient Lyon à Paris, des trains TER, vous avez un tram-train qui circule aussi, et donc cette intégration, c'est vraiment la spécificité urbaine. Londres, en ce moment, est en train d'avoir à peu près la même démarche. Donc, de savoir travailler avec des modes qui étaient concurrents est important pour nous, avec les bus. Certains de nos... À Reims, nous assurons la maintenance de nos tramways que nous avons mis en place là-bas, mais aussi des bus. Notre client voulait un seul prestataire pour la maintenance de toutes les flottes de transport public. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors le Citadis, donc ça c'est le mode de transport qui est très populaire en France, dont je viens de parler. Nous avons vendu près de 1700 rames partout dans le monde, 40 villes, 21 en France. Et là, vous avez 3 exemples. Notre produit a eu beaucoup de succès parce que nous l'avons conçu pour être support à la customisation. Donc, chaque ville a un désir de se donner une icône de leur ville avec leur système de transport. On pense au bus à double niveau à Londres, on pense au système de transport très souvent quand on pense à l'image de la ville. Bien, à Lyon, à Bordeaux et à Tours, et à bien d'autres villes, à Montpellier, à Reims. L'aspect extérieur et les aménagements intérieurs ont permis aux villes de se donner une vraie identité, un icône. Je signale au passage que Alstom a été le pionnier du tramway sans caténaire à Bordeaux. Et actuellement, nous terminons une ligne à Dubaï qui est entièrement sans caténaire. C'est une alimentation par le sol, qui est la petite voie que vous voyez sous le tramway, qui est une sécurité intrinsèque. Puis en France, pour les plus petites villes en particulier, nous offrons maintenant une configuration de tramway plus compacte. Donc là, vous avez en haut celui pour Aubagne, et puis pour Avignon en bas. Alors je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit la livrée définitive, mais en tout cas Avignon, comme dans d'autres villes, ils ont fait un concours dans la presse et par processus démocratique, ils ont choisi la livrée de cette manière-là. Alors, le Citadis Dualis, c'est notre offre tram-train. L'enjeu du tram-train, c'est de relier la ville aux banlieues en utilisant partout possible des lignes ferroviaires existantes et aussi de relier les banlieues entre eux. Plus généralement, c'est d'apporter au transport périurbain l'expérience du tramway qui est simple, qui est convivial, qui est lumineux et qui est moins inquiétant pour beaucoup de gens que le métro. Et donc, nous avons un contrat cadre avec la SNCF pour les régions de 200 véhicules et jusqu'à présent, nous avons 2 commandes importantes. Nous espérons une autre bientôt en région parisienne. Le métro. Alors, le métro, c'est le système de transport de masse par excellence. C'est celui qui assure le plus grand débit de passagers. C'est un véhicule qui est conçu pour les échanges, donc beaucoup de portes. Généralement, il y a une interstation, une distance entre les stations de 1 km, de 500 mètres, mais le métro doit accélérer vite, sans que les gens se renversent, il doit freiner vite avec la même contrainte, il doit avoir un échange rapide.
Et donc, Alstom est un fournisseur de longue date. Il y a 4000 voitures de métro dans le monde qui sont des voitures Alstom, ce qui représente à peu près entre 20 et 25% du parc mondial. Et puis nous espérons mettre en vigueur prochainement un projet clé en main pour construire 3 lignes de métro à Riyad. Riyad fait un investissement majeur, il construit 6 lignes de métro simultanément. Et nous sommes contents d'avoir 3 lignes à réaliser clé en main dans un consortium avec la Génie civiliste et d'autres prestataires avec nous. Pour le métro automatique. Le métro automatique est un système, ce n'est pas un véhicule tout simplement, c'est un système qui permet de s'affranchir des conducteurs. Vous connaissez ça ici à Lyon, mais aussi à Paris. Alstom a créé une première ligne de métro lourd sans conducteur, avec des rames de 1000 passagers chacun, à Singapour. Et puis un métro léger, automatique, à Lausanne. À Lausanne, le métro gravit des pentes de 12%, qui est une singularité aussi. Mais l'intérêt du métro automatique, l'intérêt de s'affranchir des conducteurs, n'est pas vraiment une économie de main-d'œuvre, c'est surtout pour pouvoir gérer l'augmentation, le flux des métros, des rames les uns derrière les autres, aux heures de pointe. Et puis, quand il y a un événement particulier, de savoir réveiller et injecter des nouvelles rames dans le système très très rapidement. Pour des métros et conducteurs, généralement en bout de ligne, le conducteur descend, il marche jusqu'à l'autre bout, il monte à l'autre bout et retourne. Le métro automatique se fait automatiquement et ça permet sur une même ligne, dans un même tunnel ou sur un même viaduc, d'avoir un débit de passagers beaucoup plus important. Donc à Lille, la métropole de Lille nous a fait confiance et nous a attribué une commande très importante pour nous. Nous allons développer pour Lille une nouvelle génération d'automatisme. Il y a un acronyme un peu barbare qui s'appelle CBTC, Condition Based Train Control, mais c'est la manière dont les trains communiquent avec l'infrastructure pour ne pas se rentrer dedans. Et c'est un système de nouvelle génération qui permettra des intervalles qui pourraient, dans des cas de charge très importante, se réduire à 60 secondes. Donc, un métro tous les 60 secondes. Il est improbable qu'en opération normale, ce soit comme ça, mais 80, 90, c'est tout à fait possible. Le Grand Paris est un marché très très important pour Alstom Transport. Les deux contrats que je viens de citer, Lille et Riyad, nous permettront d'affiner et de mettre à jour toutes nos références pour y prétendre. Le début des travaux est attendu en 2015. Ça dure à peu près 15 ans. Il y aura 200 km de nouvelles lignes. Et puis, le potentiel pour Alstom est de plusieurs milliards. Donc, nous comptons concourir sur tous les différents marchés, tous les différents contrats, des appels d'offres. Je vais vous citer, parce que je n'ai pas tout en tête, mais c'est ici, on s'attend à le RER-NG, les prolongations du RER, un MP14, qui est un métro qui seront les prolongements des lignes 14 à Paris, un nouveau type de métro pour la ligne 15, et des services dualistes tangentiels. Mais c'est un très grand marché. Donc, bien entendu, ce sera ouvert à la concurrence, ce n'est pas un marché captif pour Alstom, mais nous estimons être en bonne posture en termes de technique et d'écoute des clients, pour y répondre et en partir une grande partie.
J'ai mentionné les RER. La problématique des RER dans une ville comme Paris, c'est la construction de la ville. C'est fait avec des gares qui étaient... Il n'y a aucune gare vraiment au centre de Paris. Les gares étaient dans la ville, mais plutôt dans la couronne proche de la périphérie. Et pour passer d'une gare à l'autre, bien sûr qu'il y avait le métro, mais le débit n'était pas suffisant, donc le RER a été développé initialement pour relier ces gares entre elles, mais ensuite pour les prolonger jusqu'aux banlieues. Donc la particularité d'une ligne de banlieue, c'est que le matin, c'est complètement chargé, direction de la ville, et complètement vide dans l'autre sens, et le soir, c'est le contraire. Le RER permet de jouer le rôle de métro aussi, avec des plus grandes distances entre stations dans la ville, et de ressortir de l'autre côté et d'amener les passagers, les trains vides là où il faut. Donc c'est ici vous avez une photo du MI 09 à Paris, mais c'est un enjeu qui, c'est un produit, c'est une application de transport urbain qui intéresse beaucoup. À Londres, ils sont en train de mettre en place un projet qui s'appelle Crossrail et d'autres comme ceci. Et donc, c'est un modèle français qui est utilisé un peu de plus en plus dans le monde. Peut-être en lisant la presse, vous avez entendu, vous avez lu que nous avons été attribués une commande de 34 rames de Coradia Liner, qui est un cousin très très proche de ce Coradia Regionalis. Ce sont des trains de régional ou intercité. C'est une famille de trains qui doit s'adapter à des lignes électrifiées ou non électrifiées, ça veut dire une motorisation électrique ou diesel ou hybride. Ce sont des gammes de trains qui doivent s'adapter à différentes hauteurs de plateforme des quais des gares, mais c'est une gamme de trains qui représente toute une série de commandes pour nous en Europe et au-delà. En Allemagne, on vend beaucoup de Coradia Link, qui sont des diesels. Et ici, vous avez des 180 rames commandées par les 12 régions de France dans un contrat cadre d'un potentiel de 1000. Bon, de nouveau, peut-être que vous avez lu sur le TGV du futur, on en parle depuis assez longtemps, et je pense que là, nous sommes en train de vraiment le développer et de le travailler pour qu'il soit mis, la première rame puisse circuler vers 2017. Déjà, le TGV duplex qu'Alstom fournit à la SNCF est le train de grande vitesse le plus capacitif au monde. Et l'enjeu est sur des lignes comme justement Paris-Lyon d'augmenter le débit passager. Et l'intervalle entre les trains, les systèmes de signalisation ne permettent pas d'aller beaucoup plus vite. On a parlé d'une construction d'une deuxième ligne. Et ici, nous allons avoir un train qui aura plus de place, une vitesse de croisière accrue, donc 350 km. Et surtout une consommation électrique diminuée. Donc rendez-vous dans quelques années pour voir cela. L'enjeu du TGV n'est pas vraiment urbain, mais de plus en plus on s'aperçoit que les TGV sont des métros interurbains. C'est-à-dire que la distance entre les villes, entre Londres et Paris, entre Paris et Lyon, diminue beaucoup. Et ça s'apparente à bien des égards à un transport de banlieue. Alstom Transport a, parmi ses concurrents, été peut-être le premier à développer son propre département de design. On a fait ça en 2005. Et nous essayons de proposer à tous nos clients
des solutions, des alternatives et un dialogue pour résoudre les questions d'esthétique, les questions de capacité, d'aménagement des trains qu'ils souhaitent acheter. Vous voyez en bas Citalis pour Dubaï. La forme noire là est inspirée du diamant, qui était important pour eux. Vous voyez deux intérieurs de Citalis pour Oran, qui a beaucoup de sièges, ça s'apparente plus presque à un train régional. Et le Citalis pour Orléans s'apparente en termes d'aménagement intérieur, avec uniquement des strapontins, plutôt à un métro dans les pays asiatiques. Donc chaque ville a ses exigences et nous travaillons avec eux pour leur apporter la solution la plus adaptée. Alors parfois, comme le cas en Bagne, la ville a retenu un designer de leur choix, qui est peut-être un grand artiste. Alors, en ce moment-là, nous travaillons avec ce designer-là pour assurer que ces idées soient industriellement réalisables et qu'ils soient fiables et durables dans le temps pour s'exécuter dans un train ou dans n'importe quel train. Les gestions de projet, au-delà des produits, des systèmes et des services, clé de ce business de transport urbain, c'est l'exécution de projets. Ça peut être partout dans le monde. À Singapour, nous avons dû mobiliser des gens qui venaient de beaucoup de pays, comme ouvriers, pour venir travailler. Donc c'est la mobilisation, le recrutement. On travaille avec beaucoup de différents prestataires, les génies civilistes. Il faut coordonner leurs interventions avec les nôtres et s'assurer qu'on respecte notre contrat et que le système de transport ouvre à la date prévue. Et je pense que la reconnaissance de cette capacité de gérer des projets, que ce soit le système de transport dans la ville ou un projet de mise en place d'un atelier d'assemblage de trains en local, parce que très souvent, dans des pays lointains, le raisonnement est nous ne voulons pas importer chez nous des véhicules fabriqués ailleurs. Si on subventionne cet investissement, nous les politiques, on veut avoir des emplois à l'appui. Donc ce double savoir-faire de gérer le projet dans la ville et de gérer la partie industrielle en fonction des exigences, je pense a été reconnu à Riyad, que j'ai mentionné dernièrement. Et puis, comme vous l'avez peut-être vu aussi, nous avons été choisis comme partenaire pressenti en Afrique du Sud pour essentiellement remplacer tous les trains de banlieue dans ce pays. Comme anecdote, c'est un grand enjeu en Afrique du Sud parce que quand après apartheid, il reste toujours le cas que si on arrive en retard au travail, on peut être licencié. Et donc quand il y a des pannes de train, souvent les passagers incendient le train complètement. Donc, ils ont un grand désir d'acquérir une technologie de fiabilité avec un partenaire et de se constituer leur propre industrie locale pour pouvoir à terme les maintenir et à terme les construire. Donc je pense que ce savoir-faire et cette réalisation démontrée, parce que nous avons transféré de notre usine au Brésil à Chennai en Inde, on a fait un transfert de technologie à l'intérieur d'Alstom, mais entre deux usines. Je pense que nos clients en Afrique du Sud ont été très impressionnés et donc quand ce contrat sera signé et mis en vigueur, nous travaillerons aussi avec notre usine au Brésil pour faire ce transfert. Alstom, comme vous savez, est le moteur de la filière industrielle. Là, vous avez les chiffres
de l'industrie ferroviaire en France. Ça représente en chiffre d'affaires, c'est 4,2 milliards d'euros, avec une partie importante pour l'export et les effectifs, et la part d'Alstom Transport. Vous êtes sans savoir qu'il y a une association qui s'appelle Fer de France, dont Alstom est le fondateur. C'est composé d'opérateurs comme la RATP, la SNCF, les autorités organisatrices comme le GART, RFF et les industriels, la FIF et Alstom et Bombardier. Et l'idée, c'est de mettre en avant à l'export des solutions composées de technologies françaises et de solutions françaises en meute, en bande organisée, plutôt que de manière dispersée. Donc, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, je serai heureux d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Qui sont les concurrents d'Alstom? Les concurrents d'Alstom, c'est Bombardier Transport, Siemens. Il y a un concurrent suisse qui s'appelle Stadler. Il y a des concurrents dans les pays de l'Est émergents. Il y a une petite boîte qui s'appelle PESA. Et puis les Chinois viennent nous brouter du marché. Donc dans la construction des trains, c'est un marché qui est devenu assez concurrentiel. Si on remonte une dizaine d'années, on estimait qu'une concentration de l'industrie à l'échelle mondiale et que les petits ne pourraient pas trouver leur place. Eh bien, la diversité des demandes ont créé des niches et nous avons des petits concurrents et des très gros concurrents qui sont pas faciles. Alors ça, je parlais des trains. Dans la signalisation, Siemens est très important. Ils ont repris la partie signalisation de l'ex-Westinghouse, qui s'appelait Invensys, qui sont numéro mondial. Bombardier fait des efforts importants dans la signalisation aussi. Dans la maintenance, nous avons une bonne position. On est parmi tous les prestataires indépendants de maintenance de flotte de train. Nous avons le parc composé, ou le plus composé de trains qui ne sont pas Alstom. C'est important de le dire parce que ça nous donne une crédibilité. Ce n'est pas simplement du service après-vente, c'est une authentique prestation de maintenance professionnelle. À Bucarest, il y a 3 lignes de métro et aucun véhicule est fabriqué par Alstom, et nous assurons le maintien du parc total depuis 8-10 ans. À Nottingham, nous venons de vendre leur 2e ligne de tramway. Le client nous a demandé de reprendre la première ligne avec les trains Bombardier. Donc, notre spécificité dans les services de maintenance, c'est d'être disposé à prendre la flotte du client plutôt que de dire on fait simplement notre partie. Jumont Schneider, on en entend parler. Jumont Schneider est toujours concurrent dans... Non, Jumont Schneider a été acquis essentiellement par Alstom il y a des années. Est-ce que vous seriez intéressé par le marché de la déconstruction des trains? Alors oui, je peux en parler. Nous offrons aujourd'hui des trains qui sont conçus pour le dépeçage efficace en fin de vie. Et nous explorons en France actuellement une offre de reprise des trains et de leur disposition, leur dépeçage dans des conditions qui répondent aux exigences. Ce n'est pas une demande très forte et très régulière. On est dans une situation complètement différente de l'automobile, parce que le nombre de trains par rapport au nombre d'automobiles, c'est sans commune mesure. Mais nous sommes vraiment à l'écoute
de cette demande-là. J'ai répondu à votre question? Vous dites que vous étudiez, mais je ne sais pas si concrètement vous êtes. je ne sais pas si déjà si le marché existe. Parce que, moi j'ai entendu parler de centaines de kilomètres de wagons cumulés en fait, qui sont en attente de déconstruction. Alors, pour être plus précis, nous nous engageons dans le contrat de fourniture de nouveaux trains qui peuvent être démontés de la manière dont il convient de le faire pour répondre aux normes, mais pour monter une affaire, il faut avoir un contrat. Et jusqu'à présent, peut-être tous les wagons qui attendent quelque part, ben, ce ne sont pas les nôtres. Alors, comme je vous dis, on discute avec la SNCF et la RATP de comment on pourrait mettre en place quelque chose comme ceci, mais à ma connaissance, il n'y a pas de contrat pour le faire encore. Si vous avez une implantation en Chine, et si oui, comment vous positionnez par rapport aux concurrents chinois dont les besoins en Chine explosent et qui vont avoir des séances cumulées qui vont très vite. C'est un peu ce qui s'est passé dans la téléphonie mobile ici. Tout à fait. Alors, nous avons traversé une période de 5-10 ans où il était possible de vendre notamment des métros. Et donc la ville de Shanghai en a beaucoup, mais depuis à peu près 3, 4, 5 ans, c'est plus possible. Donc personne qui n'est pas chinois n'importe de train. Par contre, nous sommes un fournisseur important des systèmes de traction. Donc c'est l'électronique, la puissance électrique pour faire circuler, pour faire rouler les trams et les métros. Et donc ça c'est un business important pour nous. On les fabrique en Chine, mais on les livre aux assembliers chinois. Et nous avons un joint venture de signalisation qui est le numéro 1 dans la fourniture des systèmes de contrôle de métro en Chine. Joint venture s'appelle Casco, et donc ils sont spécialistes dans le CBTC dont je vous ai dit quelques mots avant. Vous ne faites pas de TGV en Chine. Alors, nous avons fourni... Le cœur du TGV, mais vous ne faites pas de... non, les trains à grande vitesse, nous aurions pu, avec des transferts de technologie, prendre une certaine part, mais nous n'avons pas voulu le faire, et nos concurrents Bombardier, Siemens et Kawasaki, qui l'ont fait, je ne peux pas vous dire avec certitude s'ils gagnent bien leur vie, mais le marché était beaucoup plus petit qu'ils avaient espéré. La Chine est un pays difficile. Et l'expérience coréenne, le TGV, ça... Alors, en Corée, on fournit toujours des pièces, on offre des systèmes de signalisation aussi, mais là aussi, l'industrie s'est établie. Le Rotem, qui est notre concurrent coréen, vend beaucoup de métros un peu partout, des trains régionaux, mais leur TGV qu'ils ont développé n'a pas été vendu encore en dehors de Corée. Je pense qu'ils se sont dit qu'ils voulaient absolument le faire eux-mêmes, mais ils ont des difficultés. Pas facile. Ils n'ont pas eu un transfert de technologie comme l'ont exigé les Chinois à l'époque. Notre aventure TGV là-bas ne leur a pas transmis les plans qui leur permettaient de le faire facilement. Donc ils sont obligés de, quelque part, refaire le chemin et de faire les erreurs que les autres fabricants avaient fait par le passé. Certains de nos concurrents sont de fervents partisans de la traction répartie au niveau des trains rapides. C'est complètement différent de votre système, ça présente des avantages. Alors, la motorisation répartie permet dans la grande vitesse, ça veut dire que la majorité des essieux sont tous motorisés. Il n'y a pas une motrice ou un genre de locomotive comme il y a sur le TGV. Ce qu'on peut dire, c'est que dans des pays où la ligne de grande vitesse
est amené à desservir beaucoup de gares, un peu comme le RER, c'est-à-dire pas toutes les gares sur tous les trajets, mais des distances entre les gares de 40 minutes, 30 minutes. Il est vrai que la motorisation répartie a des avantages, parce qu'on peut accélérer plus vite et freiner plus vite. Mais dans les configurations que nous avons en France, ou comme il y aura au Brésil, ou comme il y aura en Russie, ou comme il y aura aux États-Unis, où le projet de ligne à grande vitesse, c'est des interstations longues, de 1 heure ou 2 heures, comme Paris-Lyon, la motorisation concentrée, comme le TGV, a des vrais avantages. Mais c'est une querelle un peu d'experts. La clé est de concevoir un train qui répond à la topographie de la ligne, la ligne monte et descend, et qui a le nombre de places voulues par rapport à la longueur de quai de gare. Il est vrai qu'avec un TGV avec des motrices, il y a des longueurs de quai de gare qui sont inutiles, si je puis dire, qui sont pris par la motrice, mais la politique en France, ça a été de faire des TGV de niveau. Alors en Espagne, ils ne voulaient pas de deux niveaux. C'était des questions d'image, mais je pense qu'économiquement, le modèle français est de loin le plus efficace et profitable, c'est-à-dire de ne pas considérer le TGV comme un voyage de luxe, mais un voyage de confort interville, mais sans être de prestige. Mais en Espagne, par exemple, vous avez des gens qui vous servent à table avec des tabliers, des repas. C'est très agréable. Mais le modèle économique n'est pas encore entièrement éprouvé. Juste une chose, Alstom n'est pas braqué sur une seule technologie. On est entièrement prêt à faire une rame avec une motorisation distribuée, répartie s'il le faut, mais ce serait en fonction d'un contrat important. Sinon, on propose ce que nous avons et nous savons faire. Oui. Quelles sont les différences de signalisation entre les différents pays? Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et les voltages d'alimentation électrique des lignes et les systèmes de signalisation, c'était un genre de tour de Babel. Et c'était fait intentionnellement, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que les trains de notre pays puissent venir en France ou vice-versa. Donc chaque pays a créé sa langue particulière pour que les trains parlent avec l'infrastructure, mais non seulement ça, aussi le voltage nécessaire pour les faire circuler. Donc un train comme le Thalys a 4 différents systèmes de voltage, un pour l'Allemagne, un pour la Belgique, un pour la France et un pour les Pays-Bas. Et ils ont 7 différents systèmes de signalisation. Donc ça fait des machines complexes et coûteuses. Et Alstom a été un des pionniers à peu près 10 ans dans le développement d'un genre d'espéranto de la signalisation qui s'appelle ERTMS, qui est une norme nouvelle de signalisation. Les grandes lignes, ce n'est pas de l'urbain, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas tout remplacer d'un coup, et donc tous les nouveaux TGV sont équipés de ERTMS pour pouvoir circuler d'un pays à un autre, mais ils ont aussi des systèmes de signalisation locale, puisque comme vous savez, vous pouvez prendre en hiver un TGV pour aller à Bourg-en-Bresse pour faire du ski, et sur le tronçon de Grenoble à Bourg-en-Bresse, je crois, il n'y a pas de ERTMS. Donc c'est complexe. La grande différence entre l'industrie ferroviaire et l'industrie aéronautique est que l'industrie ferroviaire est un peu prisonnier de l'infrastructure qui existe. Les conditions, comme je l'ai dit, à part l'Espagne et la Finlande, l'écartement est le même partout.
Mais peut-être vous savez qu'en Angleterre, les tunnels sont plus petits, donc vous ne pouvez pas faire circuler un TGV duplex sous le tunnel de la Manche et pour circuler l'Angleterre parce que le gabarit des tunnels est plus petit. La hauteur des plateformes est une contrainte importante. L'électrification, les systèmes de signalisation. Donc il faut avoir beaucoup de connaissances fines des différences dans chaque pays, pour chaque client, pour pouvoir répondre à ces clients de manière efficace. Mais petit à petit, pour la signalisation, ça se met en place. Pour l'urbain, de nouveau, le CBTC émerge comme une norme. La différence étant que c'est une norme qui a un intérêt pour les achats et pour la fiabilité, plutôt que pour l'interopérabilité, parce que le métro de Paris ne circule pas sur les voies du métro de Londres. Tandis que les trains intervilles peuvent très bien un jour aller de Stockholm jusqu'à Naples. Ça, c'est la vision européenne. Malgré ces différences, vous arrivez à trouver des synergies au niveau des fonctions aussi? Il faut une approche dans le design des solutions très modulaires. Il faut concevoir des trains comme le Coradia pour avoir la place à bord pour mettre 2, 3, 4 systèmes de signalisation quand il le faut, pour avoir la place. Il faut avoir la place pour les transformateurs s'il faut plusieurs voltages. Et donc c'est toujours le choix entre faire une plateforme un peu plus ressourcée, un peu plus lourde pour pouvoir être très modulaire, ou faire au plus juste pour un client. Et donc ça, c'est au cœur des discussions des ingénieurs, des marketeurs, pour savoir exactement comment calibrer les produits standards pour les décliner sur différents contrats. Mais c'est une préoccupation quotidienne. Par rapport à la fabrication de matériel, la part de gestion et maintenance d'activité, gestion et maintenance représente quel pourcentage? Notre activité maintenant, c'est à peu près 20%, 20%. et en croissance. Et les concurrents dans ce domaine-là sont les mêmes que ceux que vous avez cités tout à l'heure? Bombardier assez fort, Siemens moins, mais Bombardier est un concurrent important dans la maintenance. Tous les concurrents se rendent compte maintenant que simplement la fourniture d'équipements n'est pas une solution durable. Même dans les pays comme l'Afrique du Sud, les cités, beaucoup de clients veulent un accompagnement et avoir peut-être un contrat de fourniture d'équipement et associé à un autre contrat de maintenance où le coût de possession devient clair et prévisible pour eux. C'est-à-dire qu'Alstom doit s'engager que sur 20 ans, l'utilisation des trains leur coûtera que tant. Évidemment, c'était dans les paramètres. Si double utilisation, on sort du cadre ressenti, mais il y a des formules de calcul, mais c'est de plus en plus recherché. Est-ce qu'on arrive là? Ça y est. Bon, merci beaucoup. Les questions étaient très intéressantes.